6 semaines après les funérailles de Thomas, un après-midi gris de Seattle, Rachel est arrivée au 3842 Willow Creek Court avec Jason et 2 valises coûteuses. Je dormais encore dans la chambre d'amis, incapable d'affronter la chambre principale où les lunettes de lecture de Thomas étaient restées intactes sur la table de chevet. La sonnette a retenti à 15h15. Quand j'ai ouvert la porte, Rachel est passée devant moi sans un câlin, sans demander comment j'allais. « Maman, il faut qu'on parle. » Elle posa son sac à main de créateur sur la console. Jason et moi avons pris une décision. Jason commença à apporter de grandes valises. Une décision. J'ai resserré mon cardigan. Jason a eu la promotion. Nous devons emménager en ville et cette maison est parfaite pour nous. Rachel inspecta le salon comme quelqu'un qui évalue une propriété. Mon cœur s'emballa. Emménager. Mais c'est ma maison. Son expression devint froide, calculatrice. En fait, selon le testament de papa, j'ai tout hérité. La maison, les investissements, tout. Je te laissais rester par gentillesse, mais il est temps que tu trouves ton propre endroit. Les mots n'avaient aucun sens. Rachel, ton père ne ferait jamais ça. Il n'y a pas d'erreur. Papa savait que je prendrais mieux soin de son héritage que tu ne le pourrais jamais. Tu n'as jamais rien compris à l'argent ou aux investissements. Elle consulta son téléphone d'un air dédaigneux. Tu n'étais que la femme. Seulement la femme. 43 ans réduit à ces 3 mots. Derrière elle, Jason mesurait la pièce du regard, planifiant où iraient leurs meubles. Puis elle porta le coup fatal. Trouve un autre endroit où aller, maman, tu es inutile maintenant. La cruauté me coupa le souffle. C'était la fille dont j'avais tenu la main le jour de sa première rentrée, dont j'avais organisé le mariage, dont je gardais les enfants chaque semaine, la femme que j'avais défendue à Thomas quand il s'inquiétait de son sentiment de droit. Il avait eu raison. Je me suis retrouvé à faire mes valises sans l'avoir décidé. 2 valises, celle de Thomas et la mienne, de nos dernières vacances aux îles San Juan. 43 ans de vie réduit à des articles de toilette fermés et une petite boîte de photos. J'ai tout laissé le reste. Les décorations de Noël, les livres, les trésors de nos voyages. Rachel observait depuis l'embrasure de la porte, vérifiant sa montre avec impatience. Il y a un joli complexe pour seniors sur Maple Street. Très abordable. Abordable. Elle héritait de millions et suggérait un logement social pour personnes âgées. Jason chargea mes valises avec l'efficacité de quelqu'un qui se débarrasse d'ordures. Rachel sortit son portefeuille et me glissa un billet de $100 dans la main comme si elle donnait un pourboire à une femme de ménage. Cela devrait te couvrir pour quelques jours. Je demanderai à Jason de te virer de l'argent une fois que nous aurons réglé la paperasse de papa. De l'argent de mon propre héritage qu'elle avait volé. Mais je ne le savais pas encore. Jason me conduisit au Valley View Motor Court en silence. Alors que sa BMW s'éloignait du 3842 Willow Creek Court, j'ai vu ma maison disparaître. La maison où j'avais organisé des fêtes d'anniversaire, où j'avais soigné Thomas pendant sa maladie, où j'avais passé 43 ans à construire une vie. 43 ans réduits à 2 valises et $100. J'avais passé des décennies à faire de cette maison un foyer. Des gâteaux d'anniversaire faits maison, des chaussettes de Noël sur la cheminée, des remises de diplômes et des mardis ordinaires qui semblaient sacrés. J'avais entretenu chaque détail que Thomas aimait, gardé ses chemises repassées, décorées à son goût. Maintenant, j'étais mise au rebut comme une ordonnance périmée. Alors que la pluie de Seattle tombait, alors que Jason me conduisait vers un motel à $49 la nuit, une pensée traversa l'engourdissement. Thomas ne m'aurait jamais laissé sans rien. Il était traditionnel, parfois condescendant à propos de l'argent, mais il n'était pas cruel. Quelque chose n'allait pas. Mais le chagrin vous fait croire des choses terribles sur vous-même. Vous fait penser que vous méritez peut-être cela. Peut-être que vous êtes inutile. Peut-être que votre fille a raison. Alors j'ai pris les $100 et je suis parti en silence. Ce fut ma première erreur. Le Valley View Motor Court sentait la fumée de cigarettes rances et les promesses non tenues. Je me suis assise sur un matelas affaissé, fixant le billet de $100 que Rachel m'avait glissé dans la main. Dehors, la pluie battait Seattle, et une enseigne néon vacancier clignotait à travers de fins rideaux, projetant des ombres rouges sur les murs tachés d'eau. $49 la nuit. J'ai fait le calcul 2 fois, espérant m'être trompé.
Les 100 $ de Rachel n'achèteraient que 2 nuits dans cet endroit. 2 nuits, et ensuite 67 ans, sans abri, avec 100 $ en poche. À travers les murs fins comme du papier, un couple se disputait. Leur voix montait et descendait comme une tempête à laquelle je ne pouvais échapper. Rachel m'avait dit que j'étais inutile. Elle m'avait regardé dans les yeux et m'avait jeté sans hésitation. Mais alors que j'étais assise là, quelque chose traversa le brouillard du chagrin, une petite voix insistante qui ne voulait pas se taire. Quelque chose n'allait pas. Thomas était obsédé par l'organisation. Déclaration de revenus déposée en janvier. Police d'assurance mise à jour annuellement. Tout était codé par couleur, alphabétisé, méticuleusement entretenu. Un homme comme ça ne laisse pas sa femme de 43 ans sans rien. J'ai fermé les yeux, essayant de me souvenir. Il y a des années, Thomas m'avait assise avec des papiers étalés sur notre table de cuisine. Barbara, tu dois comprendre notre planification successorale. Si quelque chose m'arrive, tu dois savoir ce que nous avons. J'avais écouté, même si les discussions financières me faisaient toujours les yeux vitreux, mais je me souvenais des bases. La maison était à nos deux noms, les investissements étaient partagés. J'étais prise en charge. Tu n'auras jamais à t'inquiéter, il avait promis. Ce n'était pas ce que Rachel avait décrit. Un autre souvenir refit surface, plus net. Il y a 6 mois, Thomas était rentré à la maison, l'air sérieux. Il m'avait pris la main par-dessus la table du dîner. Barbara, si jamais il m'arrive quelque chose, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Mon cœur s'était serré. Ne parle pas comme ça. Promets-moi que tu feras confiance à Samuel Fletcher. Seulement lui, pas Rachel, pas Jason, personne d'autre. Samuel Fletcher. Tu comprends? J'avais promis, pensant que Thomas était comme d'habitude, trop prévoyant. Mais maintenant, assise dans cette chambre de motel, cette conversation prenait un nouveau sens. Thomas savait quelque chose. Il essayait de me prévenir. Je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre sale, regardant le parking gorgé de pluie. Quelque part au centre-ville de Seattle, Samuel Fletcher avait un bureau. Demain matin, j'allais le trouver. Ma fille pensait qu'elle s'était débarrassée de moi. Pensait que je prendrais mes 100 $ et disparaîtrais discrètement dans la quelconque institution qu'elle avait en tête pour les vieilles femmes inutiles. Elle se trompait. Je me suis allongé sur ce matelas affaissé, tout habillé, et j'ai fixé le plafond. Le sommeil semblait impossible, mais l'épuisement m'a finalement emporté. Ma dernière pensée consciente fut une promesse. Thomas avait été beaucoup de choses, traditionnelles, parfois têtu, parfois horriblement condescendant sur les finances. Mais il n'était pas cruel. L'homme qui m'avait tenu la main lors du décès de ma mère, qui m'avait apporté des fleurs à chaque anniversaire, ne m'aurait pas laissé sans rien. Demain, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, j'allais trouver Samuel Fletcher et obtenir des réponses. Le lendemain matin, j'ai compté l'argent exact pour le bus. 2,75 $ que je pouvais à peine me permettre. Seattle était différente à la lumière du jour. Les rues lavées par la pluie brillaient sous un soleil pâle essayant de percer les nuages. Les gratte-ciels du centre-ville s'élevaient comme des sentinelles, et parmi eux se trouvait la tour Collier, où Samuel Fletcher avait son cabinet. J'avais cherché l'adresse sur le vieil ordinateur du motel dans le hall, la griffonnant sur un bout de papier avec un stylo qui marchait à peine. 34e étage. Samuel Fletcher, avocat. Le hall était tout en marbre et en verre, le genre d'endroit où les gens en costume coûteux marchaient avec détermination. Je me sentais petite dans mon cardigan froissé et mes vêtements vieux de 2 jours. Mais j'ai quand même poussé les portes tournantes. La montée en ascenseur semblait interminable, mon reflet me fixant depuis les murs de laiton poli. Une femme de 67 ans qui paraissait aussi perdue qu'elle se sentait. Le cabinet d'avocat était exactement ce à quoi je m'attendais. Meubles en acajou, fauteuils en cuir, diplômes encadrés sur des murs couleur crème. Tout chuchotait, argent, permanence. Une jeune réceptionniste leva les yeux de son ordinateur avec un sourire professionnel. Puis-je vous aider? Je suis ici pour voir Samuel Fletcher. Je m'appelle Barbara Reynolds. C'est à propos de la succession de mon mari. Elle tapota quelque chose, décrocha le téléphone. Monsieur Fletcher, Madame Reynolds est là pour vous voir concernant la succession de son mari. J'entendis une voix d'homme étouffée.
Puis les sourcils de la réceptionniste se relevèrent légèrement. Tout de suite, monsieur, dit-elle en se levant, faisant un geste vers un couloir. Il vous recevra immédiatement, madame Reynolds. La porte au bout s'ouvrit avant que je ne l'atteigne. Samuel Fletcher se tenait là, âgé d'environ 75 ans, cheveux argentés distingués, lunettes à monture métallique, des yeux aimables qui se plissaient au coin. Mais ses yeux s'écarquillèrent quand il me vit. Barbara. Il s'avança, me prenant les mains. Ma chère, je me demandais quand vous viendriez. S'il vous plaît, entrez. Asseyez-vous. Son bureau était chaleureux avec des fenêtres donnant sur la ligne d'horizon de Seattle. Il me guida vers une chaise en cuir en face de son immense bureau, et je m'y enfonçai avec reconnaissance. J'ai essayé d'appeler votre maison plusieurs fois, dit-il en s'installant dans sa propre chaise. Mais Rachel a dit que vous voyagiez, que vous preniez du temps pour faire votre deuil. Les mots me frappèrent comme de l'eau froide. Voyager. Elle a dit que vous étiez allé chez une amie en Californie, que vous aviez besoin d'espace et que vous prendriez contact quand vous seriez prête à vous occuper des questions successorales. Il fit une pause, étudiant mon visage. Barbara, vous n'êtes pas en Californie. Mes mains commencèrent à trembler. Monsieur Fletcher, je ne voyage pas. Je séjourne au Valley View Motor Court sur Aurora Avenue. Son expression passa de la confusion à l'alarme. Le motel, Barbara, pourquoi diable? Les mots sortirent en cascade, ma voix se brisant. Parce que Rachel m'a dit qu'elle avait tout hérité, la maison, tout. Elle a dit, selon le testament de Thomas, je n'ai aucun droit. Elle m'a donné $100 et m'a dit de trouver un autre endroit où aller. Samuel Fletcher se leva brusquement, sa chaise reculant. Il tendit la main vers un épais dossier sur sa crédence, son mouvement soudain urgent. Rachel vous a-t-elle fourni une copie du testament après la lecture? Quelle lecture? Il se figea, le dossier à la main. Comment ça, quelle lecture? Je ne sais rien d'une lecture de testament, monsieur Fletcher. Rachel ne m'en a jamais parlé. Son visage s'empourpra de colère. Pas contre moi, réalisai-je, mais pour moi. Barbara, vous étiez censée être à la lecture du testament. C'était il y a 6 semaines, 3 jours après les funérailles de Thomas. Rachel a dit que vous étiez trop bouleversée, qu'elle s'occuperait de tout et s'assurerait que vous receviez votre héritage. J'ai senti la pièce tanguer. On ne m'a jamais dit. Elle n'a jamais dit un mot sur une lecture. Mon Dieu. Samuel ouvrit le dossier avec des doigts tremblants. Des doigts qui avaient probablement signé des milliers de documents juridiques sans trembler. Barbara, il faut que vous m'écoutiez très attentivement. Il étala des papiers sur son bureau et je vis la signature de Thomas au bas de la première page. Sceaux officiels, signature de témoin. Ce que Rachel vous a dit n'est pas seulement faux. Ce n'est pas seulement un malentendu ou une erreur de communication. Il me regarda et quelque chose dans ses yeux fit battre mon cœur, non pas la peur mais quelque chose d'autre. Quelque chose comme la vindication. Votre fille a commis plusieurs crimes et nous allons nous assurer qu'elle réponde de chacun d'eux. Samuel me fit signe de m'asseoir sur la chaise en face de son bureau. Je m'assis, mes jambes me tenant à peine. Il ouvrit le dossier, étalant soigneusement les documents sur la surface en acajou. La lumière du matin filtrait par les fenêtres, illuminant la signature de Thomas au bas de chaque page. Puis-je lire cela à haute voix, demanda Samuel doucement. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il s'éclaircit la gorge et commença sa voix calme et professionnelle. Moi, Thomas James Reynolds, saint d'esprit et de corps, lègue par la présente à mon épouse bien-aimée, Barbara Ann Reynolds, ce qui suit. Les mots m'envahirent comme des vagues. Épouse bien-aimée, Thomas avait écrit cela 6 mois avant sa mort, il s'était assis dans un bureau, peut-être ce même bureau, et avait écrit ces mots. Notre résidence principale au 3842 Willow Creek Court, Seattle, Washington, y compris tous les meubles, effets personnels et biens s'y trouvant. La pièce tourbillonna, la maison. Ma maison, pas celle de Rachel, la mienne. De plus, continua Samuel, je lui laisse 70% de tous les actifs financiers, investissements et comptes, totalisant environ 29,4 millions. Le chiffre ne s'enregistra pas au début. C'était trop grand, trop impossible. 29,4 millions. Je serrai les accoudoirs du fauteuil en cuir. Monsieur Fletcher. Il leva une main douce. Il y a plus,
Barbara. Plus. Comment pouvait-il y avoir plus? À ma fille, Rachel Sullivan Porter, je laisse 12,6 millions de dollars à détenir en fiducie, avec des distributions commençant à son 45e anniversaire. Donc Rachel a bien hérité de quelque chose. 12 millions. C'était encore une fortune. Pourquoi avait-elle menti à propos de sous réserve de son traitement envers sa mère après mon décès? Les mots restèrent suspendus dans l'air. Je fixai Samuel. Je ne comprends pas. C'est une clause de contingence, expliqua Samuel en se penchant en avant. Thomas a été très précis. Si Rachel ne vous traitait pas avec respect et dignité après son décès, tout son héritage, les 12,6 millions, vous reviendraient à la place. Le bureau était trop silencieux. Je pouvais entendre mon propre cœur battre. Thomas a mis à jour ce testament 6 mois avant son décès, continua Samuel doucement. Il est venu me voir, inquiet de l'attitude de Rachel envers l'argent, de ce qu'il appelait son sens croissant du droit. Il voulait s'assurer que vous étiez protégé. Protégé de notre propre fille. Il y a même un message vidéo, ajouta Samuel. Thomas l'a enregistré pour qu'il soit diffusé si Rachel contestait un jour le testament ou s'il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Si vous signaliez avoir été maltraité. Thomas avait su. D'une certaine manière, il avait su exactement ce que Rachel pourrait faire. Alors, assurez-vous que je comprenne, dis-je lentement. Rachel était censée hériter de 12,6 millions, mais seulement si elle me traitait bien. Exactement. Et en me chassant de la maison, en me disant que j'étais inutile, en me donnant 100 dollars et en disant que je n'héritais de rien. Elle a déclenché la clause de déchéance. Samuel termina. Chaque centime de son héritage vous appartient maintenant. Je fis le calcul dans ma tête, bien que cela semblât impossible. 29,4 millions plus 12,6 millions. Je n'hérite pas de 29 millions, murmurai-je. Non, Barbara, vous héritez de 42 millions de dollars, plus la maison, plus tous les biens personnels. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque amusante. Rachel avait tellement désespéré de réclamer son héritage qu'elle l'avait entièrement perdu. Sa cupidité lui avait tout coûté. Les documents que Rachel m'a montrés, dis-je. Le testament qu'elle prétendait lui donner tout. La mâchoire de Samuel se serra, soit ils sont falsifiés, soit il s'agit d'une ébauche antérieure datant d'années que Thomas a spécifiquement annulée. Le testament que j'ai ici a été signé, attesté et notarié il y a 6 mois. C'est le document légal. Ce que Rachel vous a montré n'a aucune validité. Alors elle savait, dis-je doucement. Elle savait pour ce testament et elle a falsifié des documents pour me tromper. C'est ce que ça ressemble. Et Barbara, la voix de Samuel devint ferme. Ce que Rachel a fait s'appelle l'abus sur personne âgée et la fraude. Ce sont des crimes graves, des crimes fédéraux. Je restais assise, essayant de tout assimiler. Il y a 48 heures, j'étais assise dans une chambre de motel avec 100 dollars, croyant avoir tout perdu. Croyant au mensonge de ma fille, croyant que j'étais vraiment inutile. Maintenant, j'apprenais que je possédais une maison de plusieurs millions de dollars et que j'avais 42 millions d'actifs. Mais plus que l'argent, plus que la maison, une pensée brûlait à travers tout le reste, Thomas avait su. 6 mois avant sa mort, il avait su exactement ce que Rachel essaierait de faire. Il avait su et il m'avait protégé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Murmurai-je, ma voix à peine stable. Samuel sourit, la première chaleur sincère que j'avais ressentie depuis le décès de Thomas. Maintenant Barbara, nous appelons la police pour la fraude. Et ensuite nous appelons Rachel pour l'informer qu'elle est sur le point de recevoir le choc de sa vie. Le bureau de Samuel s'est transformé en quelque chose d'entièrement différent, un centre de commandement bourdonnant d'activités. D'abord les choses essentielles, dit-il en saisissant son téléphone. Nous avons besoin du détective Robert Ray. Il s'occupe des crimes financiers et des cas d'abus sur personnes âgées pour le PD de Seattle. J'observais Samuel expliquer la situation en termes calmes et mesurés. Documents falsifiés, exploitation financière de personnes âgées, fraude systématique. Quand il raccrocha, il eut l'air satisfait. Il arrive immédiatement. Il a qualifié ça d'abus sur personnes âgées typiques. Pendant que nous attendions, Samuel passa d'autres appels. Sa secrétaire apporta du café. Je ne pouvais pas boire, mes mains tremblaient trop pour tenir la tasse stable.
J'écoutais pendant qu'il contactait la banque de Barbara, sa voix faisant autorité, exigeant le gel immédiat des comptes en attendant une enquête criminelle. Un autre appel pour vérifier les registres de propriété du 3842 Willow Creek Court, établissant ma propriété légale au-delà de tout doute. Le bureau s'emplissait d'un sens du devoir, d'action, de la machinerie de la justice se mettant en marche. Pendant 6 semaines, je m'étais sentie impuissante, invisible, rejetée. Maintenant, je regardais le système travailler pour moi au lieu de contre moi. Le détective arriva en 30 minutes, un homme d'une quarantaine d'années aux yeux fatigués qui avait trop vu, mais aussi avec une bouche aimable qui s'adoucit lorsque Samuel nous présenta. Madame Reynolds. Il me serra la main doucement. Je suis désolé que vous traversiez cela. Malheureusement, ce que votre fille a fait est plus courant que les gens ne le pensent, mais nous allons y remédier. Il s'assit en face de moi, carnet de notes sorti, et me détailla tout. La chronologie du décès de Thomas, le comportement de Rachel dans les semaines qui suivirent, la fausse inquiétude, les suggestions concernant les établissements pour personnes âgées. La pression croissante pour quitter ma maison, puis l'expulsion il y a 2 jours. Elle vous a donné combien? Le stylo du détective fit une pause $100. Quelque chose clignota dans ses yeux. De la colère peut-être ou du dégoût. Je décrivis les papiers que Rachel m'avait montrés, des documents d'allure officielle avec des signatures et ce qui semblait être un sceau de notaire. L'expression du détective s'assombrit. Avez-vous gardé des copies? Mon estomac se serra. Non. Rachel les a reprises. Elle a dit qu'elle en avait besoin pour le traitement de la succession. Bien sûr qu'elle l'a fait. Le détective pris une note. Madame Reynolds, la création de documents juridiques falsifiés de cette qualité n'est pas quelque chose que l'on fait sur un coup de tête. Cela a demandé de la planification, de l'expertise, probablement des mois de préparation. Samuel fit glisser le vrai testament sur le bureau. Le détective examina attentivement les 2 documents, prenant des photos avec son téléphone. La sophistication ici suggère que votre fille a eu de l'aide, dit-il en me regardant. Parlez-moi de Jason, votre gendre. Quel est son parcours? J'ai réfléchi. C'est un banquier d'investissement. Il travaille pour une entreprise du centre-ville. Il s'est occupé d'une grande partie de la paperasse après le décès de Thomas. Il a organisé les choses, a-t-il dit. Je parie qu'il l'a fait. Le détective pris d'autres notes. Nous devrons enquêter pour savoir si Jason ou quelqu'un de son réseau financier a été impliqué. La création de faux juridiques convaincants exige des connaissances spécifiques, l'accès à certains logiciels, la compréhension du formatage juridique, éventuellement des liens avec des personnes capables de produire de faux notariés. Vous pensez que Jason l'a aidé? Je pense que nous serions fous de ne pas enquêter. Les 2 heures suivantes passèrent à une vitesse étonnante. Le détective passa des appels. Samuel passa des appels. Et je restais là, observant ma vie se transformer en temps réel. À 15 heures cet après-midi-là, le détective avait des résultats. Tous les comptes associés à la succession de votre mari sont maintenant gelés en attendant l'enquête, a-t-il rapporté. Les registres de propriété confirment que vous êtes la propriétaire légale de la résidence. Et il s'est permis un petit sourire. Plusieurs cartes de crédit que Rachel avait apparemment activées en prévision de son héritage ont toutes été refusées au cours de la dernière heure. Samuel a réellement ri. Elle le remarque. Oh, elle le remarque absolument. Comme si elle avait été convoquée par nos paroles, mon téléphone sonna. Le son traversa le bureau comme un couteau. Le nom de Rachel s'afficha sur l'écran et mon premier instinct fut l'ancienne angoisse familière, cette anxiété automatique qui accompagnait le fait de décevoir ma fille. De ne pas être assez bien, de ne pas répondre à ses attentes. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, je n'étais pas seul. Cette fois, je connaissais la vérité. Samuel me regarda dans les yeux et hocha la tête d'un air encourageant. Le détective se pencha en avant, son expression tendue. Je pris une inspiration, la première vraie inspiration que j'avais prise depuis des semaines, et j'appuyai sur accepter. La voix de Rachel se fit entendre, et ce n'était pas le ton froid et contrôlé d'il y a 2 jours. Elle paniquait. « Maman, où es-tu? Il y a une sorte d'erreur avec les comptes bancaires. Ils disent que tout est gelé. Qu'est-ce que tu as fait? » J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur. La voix de Rachel remplit le bureau de Samuel, aiguë de panique.
Maman, sérieusement, il faut que tu me dises ce qui se passe. La banque ne me donne aucune information. Et il ne cesse de dire qu'il y a une enquête. Bonjour, Rachel. Ma voix sortit plus stable que je ne l'espérais. Je suis assise dans le bureau de Samuel Fletcher en ce moment. Tu te souviens de lui, l'avocat de papa? Celui qui a lu le vrai testament à une pièce vide pendant que tu lui disais que je voyageais en Californie. Silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd et épais. Puis la voix de Rachel de nouveau, mais différente maintenant. Calculatrice. Maman, je ne sais pas ce que tu penses avoir découvert, mais j'ai découvert que tu es une menteuse et une voleuse. Les mots me parurent étranges dans la bouche. Je ne lui avais jamais parlé comme ça. Jamais. Ce n'est pas juste. Le ton de Rachel passa à l'innocence blessée. J'essayais de te protéger de la complexité de la gestion de tout cet argent. Tu n'as jamais eu à t'occuper des investissements, de la planification financière. Je comprends parfaitement, Rachel. Quelque chose de froid et de dur s'était installé dans ma poitrine. Tu as falsifié des documents légaux, commis une fraude, et jeté ta mère de 67 ans hors de sa propre maison avec $100 parce que tu pensais que j'étais trop stupide pour le remarquer. Maman, tu es confuse. Le chagrin a été accablant, et quelqu'un est évidemment en train de profiter de ton état émotionnel. Le détective haussa un sourcil. La bouche de Samuel se serra. Le chagrin est réel, dis-je. Mais je ne suis pas confuse. Je suis en train de regarder le testament de papa en ce moment. Celui qu'il a signé 6 mois avant son décès. Celui qui me laisse 70% de tout. Une pause. J'entendais presque l'esprit de Rachel s'emballer. D'accord, très bien. Sa voix devint acérée. Même si c'est vrai, j'ai quand même hérité de 30%. C'est plus de 10 millions de dollars. Donc, quel que soit le petit jeu que tu penses jouer, ces 12,6 millions étaient subordonnés à la façon dont tu me traiterais après le décès de papa, Rachel. Un autre silence, plus long cette fois. Et tu m'as dit de trouver un autre endroit où aller, que j'étais inutile. Tu m'as jeté avec $100 et m'as regardé emballer 43 ans de ma vie dans 2 valises. Ma voix ne trembla pas. Tu as déclenché la clause de déchéance. Ces 12,6 millions, ils sont à moi maintenant. Tout. C'est impossible. Mais sa voix avait perdu de sa certitude. Le détective Robert est assis juste ici si vous souhaitez discuter de l'impossibilité des accusations de fraude avec lui. La voix de Rachel monta, se brisant légèrement. Tu n'oserais pas porter plainte contre ta propre fille. J'ai regardé le détective qui a hoché la tête d'un air encourageant. J'ai regardé Samuel, qui m'a adressé le plus petit des sourires. Puis j'ai regardé mon téléphone, le nom de Rachel sur l'écran, et j'ai pensé à tout ce qu'elle m'avait pris. Pas seulement la maison ou l'argent, mais ma dignité, mon estime de moi. Des années à me faire plus petite pour qu'elle puisse se sentir plus grande. Regarde-moi faire, dis-je doucement et j'ai raccroché. Un instant, personne ne parla. Je fixais mon téléphone, ayant du mal à croire ce que je venais de faire. 43 ans à être la mère accommodante, celle qui arrangeait les choses, qui s'excusait même quand je n'avais rien fait de mal, qui acceptait le blâme pour maintenir la paix. Tout cela venait d'éclater en miettes avec 2 mots. Regarde-moi faire. Ma main tremblait, mais pas de peur. D'adrénaline, de quelque chose qui ressemblait dangereusement au pouvoir. Samuel Fletcher rayonnait. Barbara, c'était extraordinaire. Le détective ferma son carnet, me regardant avec quelque chose qui ressemblait au respect. Madame Reynolds, combien de temps avant son arrestation? Ma voix était différente quand je parlais. Plus forte, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre, ou peut-être à la personne que j'aurais dû être depuis le début. Le détective consulta sa montre. Nous avons assez d'éléments pour un mandat maintenant. Je dirais qu'ils la récupéreront ce soir. La chambre d'hôtel était une amélioration significative par rapport au Valley View Motor Court. Samuel avait insisté pour payer, refusant toute autre option. Des draps propres, un chauffage qui fonctionnait, une fenêtre qui se fermait vraiment à clé. Je me suis assise au bord du lit, fixant mon téléphone, attendant des nouvelles que je désirais et redoutais à la fois. Quand le détective a appelé à 20h30, j'ai failli ne pas répondre. Madame Reynolds, je pensais que vous voudriez savoir. Nous venons d'arrêter votre fille.
Ma poitrine se serra. Soulagement et chagrin et quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui avait le goût de la vindication. Où? Au Métropolitan. Elle dînait avec votre gendre et un autre couple. Célébrait, d'après ce que nous avons pu savoir. Il y avait du champagne sur la table. Célébrer. Bien sûr, elle célébrait son héritage, célébrait le fait de s'être débarrassée de moi. Comment a-t-elle? Je ne pouvais pas terminer la question. Elle n'est pas partie tranquillement, dit le détective, et j'entendis la lassitude dans sa voix. Elle a crié à la fausse arrestation, a exigé son avocat. Il s'avère que son avocat est un ami de golf de Jason. Un type sympa, j'en suis sûr, mais il fait des contrats d'entreprise, pas de la défense pénale. Il est dépassé. J'ai essayé d'imaginer Rachel menottée au Métropolitan, ce restaurant cher où elle avait probablement commandé les plats les plus coûteux du menu. Rachel, qui se souciait toujours tellement des apparences, étant emmenée devant les autres convives. Une partie de moi avait la nausée. Une partie de moi se sentait satisfaite. Je n'étais pas fier de cette deuxième partie. Et Jason? Nous l'avons interpellé ce matin à son bureau. Quartier financier, grande tour en verre, bureau d'angle avec vue. Le détective fit une pause. Madame Reynolds, je dois vous dire quelque chose à propos de votre gendre. Il a un casier judiciaire. Un casier judiciaire? Fraude sur titre? Il y a 7 ans, avant d'épouser votre fille. Petite affaire classée, Mosley étouffé parce que sa famille a des relations, mais c'est là. Et notre expert comptable judiciaire a retracé ces documents falsifiés jusqu'à une imprimerie que la firme de Jason a déjà utilisée pour créer des prospectus d'investissement frauduleux. La pièce tourbillonna légèrement. Rachel avait épousé un criminel. L'avait-elle su? Thomas l'avait-il su? Rachel est-elle au courant de son casier? Difficile à dire, mais de toute façon, ils travaillaient ensemble sur ce coup-là. Les falsifications sont trop sophistiquées pour une seule personne, surtout quelqu'un sans expertise technique. Après que le détective ait raccroché, je suis resté assise dans cette chambre d'hôtel pendant un long moment, à tout assimiler. Ma fille était en garde à vue. Mon gendre était un escroc. Ma vie était devenue quelque chose que je ne reconnaissais plus. Mais il y avait une chose que je devais faire. Un endroit où je devais être. Samuel m'avait donné une clé. La clé de ma propre maison, dont Rachel avait apparemment été trop occupée pour changer les serrures. J'y ai pris un taxi, observant les rues familières défiler dans l'obscurité. Lorsque nous nous sommes arrêtés au 3842 Willow Creek Court, les lumières étaient allumées à l'intérieur. Les lumières de Rachel dans ma maison. J'ai payé le chauffeur et me suis tenu sur le trottoir un instant, levant les yeux vers la maison où j'avais vécu pendant 43 ans. Puis j'ai emprunté le chemin d'entrée et je suis entré. Les changements m'ont frappé immédiatement. Rachel avait déjà commencé à redécorer. De nouveaux coussins sur le canapé, des rideaux différents, son sac à main coûteux sur la console, la même table où elle l'avait posé en venant me chasser. Je suis monté lentement. La porte de la chambre principale était ouverte. Rachel s'était complètement installée. Ses vêtements dans le placard où les costumes de Thomas avaient pendu. Son parfum sur la commode. Sa boîte à bijoux à côté de la lampe. Elle avait même changé la literie, le bleu marine de Thomas étant remplacé par quelque chose de couleur crème et moderne. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Pas de la colère exactement, quelque chose de plus froid, de plus résolu. J'ai trouvé des sacs poubelles dans la cuisine, la même cuisine où j'avais préparé des milliers de repas, où Thomas et moi avions partagé le café chaque matin pendant 4 décennies. Je suis remonté à l'étage et j'ai commencé à emballer chaque vêtement de Rachel. Chaque chaussure, chaque accessoire, chaque trace de son occupation présomptueuse de mon espace. Cela a pris 2 heures. Quand j'ai eu fini, 6 grands sacs poubelles étaient sur le porche. Puis je me suis tenu dans la chambre principale, ma chambre principale, et j'ai regardé autour de moi. Demain, je rangerai les affaires de Thomas correctement, avec amour et soin. Ce soir, j'avais juste besoin de reprendre cet espace. Je me suis allongé sur le lit avec les draps couleur crème que Rachel avait choisis. Et pour la première fois depuis le décès de Thomas, j'ai dormi dans la chambre principale. La maison semblait différente maintenant. Non pas parce que Thomas était parti, mais parce que je la voyais enfin comme la mienne. 3 jours après les arrestations,
ma sonnette a retenti à 9 heures du matin. J'étais assise dans ma cuisine, buvant du café et essayant de décider quelle pièce aborder en premier. La maison avait besoin d'être réappropriée pièce par pièce, mais j'étais dépassé par où commencer. Quand j'ai ouvert la porte, Evelyn Porter se tenait sur mon porche, l'air de sortir d'un magazine de club de campagne. Cheveux argentés parfaitement coiffés, un tailleur crème qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Et suffisamment de bijoux pour financer une petite organisation à but non lucratif. La mère de Jason était arrivée. Barbara. Elle prononça mon nom comme si c'était une formalité qu'elle aurait préféré éviter. Nous devons parler. Je ne l'ai pas invitée à entrer, mais elle est passée devant moi de toute façon, s'installant sur mon canapé du salon comme si elle m'accordait une audience. Son regard balaya la pièce avec un dédain à peine dissimulé, cataloguant probablement tout ce qui devait être mis à jour, tout ce qui n'était pas à la hauteur de ses standards. Cette situation avec Jason est regrettable. Elle commença, croisant élégamment les jambes. Mais je pense que nous pouvons la résoudre rationnellement entre personnes raisonnables. Je suis resté debout. Les gens raisonnables ne commettent pas de fraude, Madame Porter. Evelyn, s'il vous plaît. Elle fit un geste de la main manucurée d'un air dédaigneux. Et soyons clairs sur ce qui s'est passé. Rachel a égaré Jason. Il ne faisait que soutenir sa femme, sans comprendre toutes les implications de ses mauvais choix. Le culot me coupa le souffle. Votre fils a aidé à falsifier des documents légaux. Ce n'est pas soutenir un conjoint. C'est une conspiration. Jason a fait quelques erreurs, oui, mais le poursuivre en justice semble plutôt vindicatif, ne pensez-vous pas? Son sourire était étudié, poli. Il a une carrière, des enfants, une réputation à maintenir. L'envoyer en prison ne sert personne. Cela sert la justice. Le sourire d'Evelyn se crispa. Barbara, laissez-moi être direct. La famille de Jason est prête à vous dédommager pour votre inconvénient, dirons-nous, 5 millions de dollars en échange de l'abandon des poursuites contre Jason. 5 millions de dollars. Pour pardonner l'homme qui m'avait aidé à me voler 42 millions de dollars. Votre réponse est non. Je l'ai dit comme une affirmation, pas comme une question. Je ne vous ai pas encore donné ma réponse. Je me suis assise en face d'elle finalement. Mais laissez-moi comprendre. Votre fils a participé à un complot visant à me priver de tout ce que je possédais. Et vous pensez que 5 millions sont une compensation appropriée. Soyez réaliste. Le vernis poli se fissura légèrement, laissant transparaître quelque chose de plus froid. Jason a une carrière devant lui. Un travail important, des relations qui comptent. Et franchement, vous n'auriez jamais su comment gérer cet argent de toute façon. C'était ça. La même condescendance que j'avais entendue de la part de Rachel. La même supposition que j'étais trop simple, trop peu sophistiqué pour mériter ce qui m'appartenait. Madame Porter, je pense que nous avons fini ici. Elle se leva, lissant sa jupe. Réfléchissez bien, Barbara. 5 millions est une offre généreuse. Plus que généreuse étant donné. Étant donné quoi? Étant donné que l'équipe juridique de Jason a trouvé des informations très intéressantes sur les pratiques commerciales de votre défunt mari. Son sourire revint, plus acéré maintenant. Thomas n'était pas tout à fait le citoyen honnête que tout le monde pensait qu'il était, n'est-ce pas? Tous ces honoraires de conseil, ces comptes offshore. Il serait dommage que cela devienne public pendant le procès. Très dommageable pour votre réputation, pour la mémoire de Thomas. Mon sang se glaça. Vous me menacez? Je vous informe de la réalité de votre situation. Evelyn prit son sac à main de créateur 5 millions de dollars, Barbara. Mon offre finale. Pensez à ce qu'un procès ferait, non seulement à Jason, mais au nom de votre propre famille. Parfois, la discrétion vaut plus que la vengeance. Elle sortit, laissant derrière elle un nuage de parfums coûteux. Je suis resté dans mon salon, le cœur battant à tout rompre, tandis que ces paroles résonnaient dans ma tête. Les pratiques commerciales de Thomas, les comptes offshore, les honoraires de conseil qui ne s'additionnaient pas. Qu'avait caché Thomas? Et comment cela pouvait-il être utilisé contre moi? Maintenant, pour la première fois depuis que j'avais découvert la vérité sur le testament, j'ai ressenti un éclair de véritable peur. Non pas la peur de Rachel ou de Jason, mais la peur que peut-être,
juste peut-être, Thomas n'ait pas été l'homme que je pensais qu'il était. La menace planait dans l'air comme de la fumée, et je n'avais aucune idée de comment la dissiper. Je me tenais dans le foyer du 3842 Willow Creek Court pour la première fois depuis des mois, respirant l'odeur familière du produit à polir au citron et du vieux bois. Ma maison, mon foyer pendant 43 ans, l'endroit que Rachel m'avait volé avec des signatures falsifiées et des mensonges. Le détective avait supervisé le changement des serrures cet après-midi-là. Les affaires de Rachel et Jason étaient empilées dans des cartons près de la porte d'entrée, prêtes à être récupérées sous surveillance policière. Tout ce qu'ils avaient apporté chez moi, retiré comme la contamination que c'était. Mais je n'étais pas là pour la satisfaction. J'étais là pour des réponses. Le bureau de Thomas était exactement tel qu'il l'avait laissé. Bureau en acajou foncé, fauteuil en cuir usé par des décennies d'utilisation, bibliothèques intégrées remplies de manuels de construction et de classeurs de projets. J'avais évité cette pièce après sa mort. Laisser Rachel s'occuper de trier ses papiers. Cela avait été une erreur. J'ai commencé par les tiroirs du bureau. Les 3 premiers contenaient des objets ordinaires, stylos, papier à en-tête, vieilles cartes de visite. Le 4e tiroir était verrouillé. J'ai trouvé la clé scotchée sous le tiroir central du bureau, exactement là où Thomas avait caché des choses pendant 40 ans. Certaines habitudes ne changent jamais. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, peut-être une vingtaine, chacun étiqueté avec des noms d'entreprises que je ne reconnaissais pas: Cascade Holdings, Pacific Northwest Venture, René Investment Group, Olympia Financial Services. J'ai sorti le premier dossier et j'ai commencé à lire. Au début, cela ressemblait à des documents commerciaux standards, factures, échéanciers de paiement, relevés de comptes, mais les montants étaient stupéfiants. Des centaines de milliers de dollars circulant entre des entreprises dont je n'avais jamais entendu Thomas parler. Des services rendus pour des projets qui n'avaient pas de nom, pas d'adresse, pas de détails au-delà de vagues descriptions. J'ai ouvert un autre dossier. Plus du même. Des sociétés écrans payant d'autres sociétés écrans pour un travail qui semblait n'exister que sur le papier. Mes mains commencèrent à trembler. J'étais marié à Thomas depuis 43 ans. Je connaissais son entreprise. Reynolds Construction construisait des hôpitaux, des immeubles de bureaux, des centres commerciaux, de vrais projets avec de vrais contrats et de vraies équipes. Ces documents montraient tout autre chose, de l'argent circulant à travers un réseau de fausses entreprises, blanchies par des transactions d'apparence légitime. J'ai sorti d'autres dossiers, les étalant sur le bureau. Des comptes offshore aux îles Caïmans. Des numéros de routage pour des banques dont je n'avais jamais entendu parler. Des calendriers de paiement qui ne correspondaient à aucune chronologie de construction que j'ai jamais vue. Depuis combien de temps cela durait-il? J'ai vérifié les dates sur les documents les plus anciens. 12 ans, peut-être plus. Mon mari dirigeait une opération de blanchiment d'argent depuis plus d'une décennie, et je n'avais jamais rien soupçonné. J'ai pensé à l'héritage que Rachel avait tenté de voler, 42 millions de dollars. Quelle part de cela était légitime? Quelle part provenait de la quelconque entreprise criminelle dans laquelle Thomas avait été impliqué? J'ai eu la nausée. L'avocat de Rachel pourrait utiliser cela. Si l'argent était sale, si Thomas avait été un criminel, alors peut-être que la falsification de Rachel n'avait pas d'importance. Peut-être que le FBI saisirait tout de toute façon, et je me retrouverais sans rien malgré ma victoire au tribunal. Ou pire, peut-être penserait-il que je savais, que j'étais complice depuis le début. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir de Thomas, entouré de preuves de crimes dont j'ignorais l'existence, et j'ai essayé de penser clairement. Samuel devait voir ça. Peut-être l'agent Coleman, peut-être un expert comptable judiciaire qui pourrait retracer ces transactions et déterminer ce qui était légal et ce qui ne l'était pas. Mais d'abord, je devais comprendre ce que je regardais. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main et j'ai commencé à photographier chaque page, chaque relevé, chaque transaction suspecte. Quoi que Thomas ait été impliqué, quoi que les avocats de Rachel puissent essayer d'utiliser contre moi, j'avais besoin de documentation. L'horloge grand-père dans le couloir sonna minuit. J'avais 67 ans, assise dans le bureau de mon mari décédé, découvrant que l'homme que j'avais aimé pendant 4 décennies avait été un étranger, et que j'aurais pu être marié à un criminel pendant 43 ans sans le savoir. Mes mains tremblèrent en composant le numéro de Samuel Fletcher à 7h30 le lendemain matin. Je n'avais pas dormi. Les documents étaient étalés sur la petite table de la chambre de motel, leurs implications s'assombrissant à chaque heure qui passait. « Samuel, j'ai trouvé quelque chose » dis-je quand il répondit,
ma voix se brisant. Dans les dossiers de Thomas, des entreprises qui n'existent pas. De l'argent circulant à travers de fausses entreprises. Je pense que Thomas blanchissait de l'argent. Il y eut une longue pause. Ne touche à rien d'autre, dit Samuel doucement. Et n'en parle à personne. Je vais appeler quelqu'un qui peut t'aider. Michelle Foster est arrivée au Valley View Motor Court à 18h ce soir-là. Elle avait 42 ans, des yeux gris perçants et l'attitude sans fioriture de quelqu'un qui avait passé 20 ans à enquêter sur les crimes financiers pour le département de police de Seattle avant de se mettre à son compte. Sa spécialité était de suivre les traces d'argent que d'autres rataient. Je l'ai conduite à la table où les documents de Thomas attendaient comme des bombes non explosées. Expliquez-moi ce que vous avez trouvé, dit Michelle, en enfilant des gants en latex avant de toucher le premier dossier. Pendant les 6 heures suivantes, Michelle travailla en quasi-silence. Elle photographia chaque page, compara les noms d'entreprises sur son ordinateur portable, traça les numéros de routage à travers des bases de données dont j'ignorais l'existence. Occasionnellement, elle s'arrêtait, son expression s'assombrissant avant de reprendre avec une intensité renouvelée. À minuit, Michelle s'assit enfin. « Madame Reynolds, il faut que vous vous prépariez. » Ma bouche devint sèche. À quel point est-ce grave? C'est du blanchiment d'argent sophistiqué, dit Michelle sans détour. Ces sociétés écrans, Cascade Holdings, Pacific Northwest Venture, Riney Investment Group, elles sont toutes fausses. Les factures concernent des services qui n'ont jamais été rendus. Les calendriers de paiement correspondent à des schémas connus pour le blanchiment de fonds illégaux par le biais d'entreprises d'apparence légitime. Mais Thomas dirigeait une entreprise de construction, murmurai-je. Il construisait des hôpitaux, des immeubles de bureaux. Son entreprise légitime était probablement réelle, Michelle m'interrompit. Mais quelqu'un l'utilisait comme façade pour blanchir de l'argent sale. D'après ces documents, cette opération a duré au moins 12 ans. Nous parlons de millions de dollars. J'ai senti la pièce tourner. Combien? De manière conservatrice, 8 à 10 millions. La voix de Michelle s'adoucit légèrement. Madame Reynolds, si le FBI découvre cela, ils saisiront tout. La maison, les comptes, tous les biens liés à votre mari. Les lois sur la confiscation d'actifs ne nécessitent pas de condamnation, juste la preuve que la propriété a été impliquée dans une activité criminelle. Mais je ne savais pas, dis-je désespérément. Je n'ai jamais rien su de tout cela. Cela pourrait ne pas avoir d'importance. Michelle commença à rassembler les documents. Nous devons. Elle s'arrêta, étudiant mon visage avec une intensité soudaine. Madame Reynolds, depuis combien de temps avez-vous des problèmes de mémoire? J'ai cligné des yeux devant ce changement abrupt. Quoi? Confusion, difficulté à se concentrer, somnolence inexpliquée. Depuis combien de temps? Je ne sais pas. Des années, je suppose. Mon médecin a dit que c'était le vieillissement normal, peut-être un début de démence. Quand est-ce que ça a commencé à empirer? J'ai réfléchi. Après la mort de Thomas. Rachel a dit que j'oubliais des conversations, que j'agissais bizarrement. Elle a commencé à me faire mon café tous les matins. Elle disait que j'avais besoin de quelqu'un pour s'occuper de moi. L'expression de Michelle devint très calme. Elle vous faisait votre café? Oui, tous les matins. Pourquoi cela? J'ai besoin d'un échantillon de vos cheveux, dit Michelle brusquement. Maintenant. Quoi? Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu ça. Michelle sortait déjà une pochette de preuves de sa mallette. Il y a 3 ans, j'ai travaillé sur une affaire où une fille droguait lentement son père pour le faire paraître incompétent. Des benzodiazépines dans son café du matin le rendaient confus, oublieux, plus facile à manipuler. Mon cœur s'arrêta. Non, Rachel ne ferait pas ça. Les cheveux ne mentent pas, Madame Reynolds. Les tests toxicologiques peuvent détecter les drogues des mois après l'exposition. Les résultats sont tombés 48 heures plus tard. Benzodiazépine, niveau constant sur environ 18 mois. Quelqu'un vous droguait, dit Michelle, en me montrant le rapport de laboratoire. Quelqu'un qui avait un accès quotidien, quelqu'un qui vous faisait votre café tous les matins. Je me suis assise dans la chambre de motel qui était devenue ma prison. Les preuves de 2 trahisons se trouvaient devant moi. Mon mari avait été un criminel. Ma fille m'avait empoisonné. Demain,
Evelyn Porter arriverait avec des avocats pour me faire chanter. J'avais lutté si fort pour récupérer mon héritage, ma dignité, ma vie. Et maintenant, j'étais sur le point de tout perdre à nouveau. Le téléphone sonna à 20h15 le soir suivant. J'étais assise dans le bureau de Thomas, entourée des preuves de sa double vie, quand j'ai vu le nom de Rachel s'afficher à l'écran. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Bonjour, Rachel. Maman. La voix de Rachel était différente maintenant. Calme, contrôlée, rien à voir avec la panique de notre dernier appel. Il faut qu'on se rencontre ce soir. Il y a des choses à propos de papa qui changent tout. Ma poigne se resserra sur le téléphone. Les avertissements de Michel résonnèrent dans mon esprit, mais je gardai ma voix stable. Je sais déjà, Rachel, à propos du blanchiment d'argent. Il y eut une brève pause. J'entendais presque sa recalculation. Alors tu comprends la situation dans laquelle nous sommes, dit Rachel doucement. L'avocat de Jason a été en contact avec le FBI. Ils sont prêts à négocier. Négocier quoi exactement? Un accord qui nous protège tous. Le ton de Rachel devint professionnel, comme si elle discutait d'un simple contrat. Jason fournit des informations sur le réseau criminel de papa en échange de l'immunité. Les accusations de fraude contre nous deux disparaissent. Tu gardes 5 millions et la maison. Le gouvernement obtient le reste. Tout le monde s'en sort sans problème. J'ai fermé les yeux. Tu me demandes de t'aider à tirer profit de tes crimes en exploitant les crimes de papa? Je te demande d'être réaliste, rétorqua Rachel. L'alternative est que tu perdes tout et que tu sois potentiellement poursuivi toi-même en tant que bénéficiaire de produits criminels. Ils diront que tu savais, maman. Ils diront que tu devais savoir ce que papa faisait pendant 43 ans. Je ne savais pas. Peux-tu le prouver? Rachel laissa la question en suspens. Mon avocat dit que l'ignorance du conjoint est difficile à vendre, surtout quand on revendique des millions d'héritages. Mais si nous présentons un front uni, si nous coopérons pleinement, le FBI attrapera un plus gros poisson et nous pourrons tous passer à autre chose. Mon esprit s'emballa. Le blanchiment d'argent, le testament falsifié, le drogage. Rachel avait une réponse à tout. Une façon de transformer chaque crime en une opportunité. Et ce que tu m'as fait? Demandai-je doucement. Falsifier le testament de papa, voler mon héritage, me chasser de ma propre maison. Conflit familial, dit Rachel d'un ton dédaigneux. Malentendu sur les documents de succession. Une fois l'affaire criminelle résolue, nous pourrons régler les problèmes civils en privé. Je te transférerai ta part. Tu abandonnes les poursuites. Table rase. Tu as pensé à tout. J'ai eu le temps de réfléchir. La voix de Rachel se durcit. Jason a été libéré sous caution il y a 2 heures. Son avocat est très bon, maman. Très connecté. La réunion du FBI a lieu demain matin à 9h. Il a besoin d'une réponse ce soir. J'ai regardé les documents étalés sur le bureau de Thomas. Sociétés écrans, fausses factures, millions d'argent sale. Et quelque part là-dedans, ma fille avait trouvé un moyen d'utiliser les crimes de son père comme levier. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dis-je. La réunion est dans 13 heures, insista Rachel. Après ça, l'accord expire. C'est 5 millions et la maison, ou c'est rien. Ton choix, maman, mais choisis judicieusement. La ligne se coupa. Je restai assise dans l'obscurité du bureau de Thomas, entouré des preuves de sa double vie. 43 ans mariée à un étranger, une fille qui avait hérité de bien plus que de l'argent de son père. Elle avait hérité de son talent pour la tromperie. Mais Rachel avait commis une erreur fatale. Elle avait sous-estimé ce que je ferais acculer. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé un autre numéro. Agent Coleman, ici Barbara Reynolds. J'ai une histoire à vous raconter et je pense que vous la trouverez très intéressante. Barbara arriva au bureau du FBI de Seattle à 8h30 le lendemain matin. Samuel Fletcher à ses côtés. Le bâtiment était austère, en béton gris, avec des points de contrôle de sécurité et des vitres blindées. L'agent Jennifer Coleman les rencontra dans le hall et les conduisit à une salle de conférence sans fenêtre au 3e étage. « Merci d'être venue, Madame Reynolds, dit Coleman, désignant les chaises en face d'elle. Un appareil d'enregistrement était posé au centre de la table, sa lumière rouge brillait déjà.
Je crois comprendre que vous avez des informations sur les activités de votre fille. Barbara prit une inspiration et commença. Elle raconta tout à Coleman. La fraude de Rachel, la falsification de Jason, la tentative de corruption d'Evelyn. L'appel d'extorsion de la nuit dernière. Le stratagème de Rachel pour manipuler les crimes de Thomas afin d'obtenir l'immunité pour elle-même. Je préfère dire la vérité plutôt que de laisser ma fille manipuler cette situation à son avantage, dit Barbara fermement. Coleman écouta sans l'interrompre, son stylo se déplaçant régulièrement sur un bloc-notes. Quand Barbara eut terminé, l'agent leva les yeux. Et qu'en est-il de l'opération de blanchiment d'argent de votre mari? Vous avez également découvert des preuves de cela. Les mains de Barbara se serrèrent sur ses genoux. Oui, j'en suis terrifié, mais je ne protégerai pas les crimes, même les siens. Je ne savais pas ce que Thomas faisait. Si je suis tenu responsable de cela, sa voix se brisa. Alors j'accepterai. Mais je n'aiderai pas Rachel à en tirer profit. Coleman la regarda attentivement un long moment. Madame Reynolds, seriez-vous prête à porter un micro ce soir? Un micro? Nous organisons une rencontre avec Rachel et Jason. Vous les faites parler de la tentative d'extorsion, de la fraude, de la falsification, leurs propres mots enregistrés. L'expression de Coleman était neutre, mais ses yeux étaient vifs. Ce n'est pas sans risque. Mais avec votre coopération, nous pouvons monter un dossier qui les mettra en prison pour très longtemps. Barbara n'hésita pas. Je le ferai. Samuel commença à protester, mais Barbara le coupa d'un regard. Elle avait passé des mois à avoir peur, à être manipulée, à être traitée comme si elle était incompétente. Plus maintenant. Coleman hocha la tête et tendit la main vers un dossier. Nous devrons vous préparer sur ce que. On frappa à la porte et un jeune employé du FBI entra. Agent Coleman, il y a un mineur ici qui demande à voir Barbara Reynolds. Il dit que c'est urgent. Il a des preuves concernant l'affaire. Le cœur de Barbara s'arrêta. Lucas. Un instant plus tard, son petit-fils apparut dans l'embrasure de la porte. Il avait 15 ans, grand et mince, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Ses yeux étaient rouges, son visage pâle. Mamie. Sa voix tremblait. J'ai besoin de te montrer quelque chose. J'ai besoin de vous montrer à tous quelque chose. Coleman lui fit signe d'entrer. Vous êtes Lucas Porter? Oui, madame. Lucas s'assit, ses mains tremblantes alors qu'il déverrouillait son téléphone. J'enregistre ma mère et Jason depuis des mois. La pièce devint très silencieuse. Les enregistrer en train de faire quoi? Demanda Coleman avec prudence. Lucas regarda Barbara, ses yeux implorant sa compréhension. Grand-père a changé son testament 6 mois avant sa mort. Il m'a dit que quelque chose n'allait pas, que maman préparait quelque chose. Il a dit que je devais faire attention à toi, mamie. Alors, j'ai commencé à enregistrer des conversations juste au cas où. Il tapota son téléphone et la voix de Rachel remplit la pièce. Le Nouveau Testament est dans le tiroir de son bureau. On attend qu'il parte, puis je le brûle et dépose l'ancien. Elle ne verra pas la différence. La voix de Jason. Et si elle se bat, on la fera déclarer incompétente. J'ai déjà parlé au docteur Morrison pour documenter son déclin cognitif. Coleman se pencha en avant. Combien de ces enregistrements avez-vous? Les doigts de Lucas tremblèrent alors qu'il faisait défiler. 47. Certains sont courts, d'autres sont de longues conversations. Il en joua un autre. Rachel, les benzodiazépines fonctionnent. Elle est confuse. Oublieuse. Encore 6 mois et nous aurons des documents médicaux pour prouver l'incompétence. La main de Barbara se porta à sa bouche. L'expression de Coleman était passée de l'intérêt à la fascination. Lucas, depuis combien de temps avez-vous ces enregistrements? Depuis avril dernier, murmura Lucas. Presque 10 mois. Je ne savais pas quoi en faire. J'avais peur. Mais quand ils ont arrêté maman, quand j'ai découvert ce qu'elle t'avait fait. Mamie, sa voix se brisa. Je ne pouvais plus rester silencieux. Barbara le serra dans ses bras, des larmes coulant sur son visage. Coleman était déjà au téléphone, appelant quelqu'un. Quand elle raccrocha, elle regarda Lucas avec une sorte d'admiration. Lucas,
vous êtes un jeune homme incroyablement courageux. Ces enregistrements changent tout. Elle se tourna vers Barbara, le respect clair dans ses yeux. Madame Reynolds, nous allons quand même vous brancher pour ce soir, mais maintenant nous avons suffisamment de preuves pour les enterrer complètement. Votre fille est sur le point d'apprendre que les deux personnes qu'elle a le plus sous-estimées, sa mère et son fils, sont celles qui l'ont détruite. Vous venez de voir mon petit-fils de 15 ans remettre des enregistrements qui enverraient sa propre mère en prison pour me protéger. Si ce moment vous a retenu ici, commentez un ci-dessous, je veux savoir qui est encore avec moi dans cette aventure. Note rapide, certains détails ont été romancés pour des raisons de confidentialité et de rythme. Si vous préférez ne pas continuer, n'hésitez pas à vous retirer maintenant. Je suis retourné au 3842 Willow Creek Court à 20 h ce soir-là. Le micro du FBI collé sous mon chemisier. Le petit appareil d'enregistrement me brûlait la peau, un rappel constant de ce que j'étais sur le point de faire. L'agent Coleman avait passé 2 heures à me préparer cet après-midi. Quelles questions poser, comment les faire parler, comment rester calme même quand ils disaient des choses conçues pour me blesser. Faites-leur expliquer le plan avec leurs propres mots, avait instruit Coleman. Faites-leur admettre qu'ils savaient pour la falsification, le drogage, la tentative d'extorsion. Et Madame Reynolds, restez en sécurité. Nous serons juste dehors. Maintenant, je me tenais dans mon propre salon, attendant l'arrivée de ma fille et de mon gendre pour pouvoir les aider à les envoyer en prison. La sonnette retentit à 20h15 exactement. J'ai ouvert la porte. Rachel se tenait sur mon porche, l'air confiante, presque triomphante. Jason portait une mallette en cuir, l'image de la compétence professionnelle. Ils pensaient qu'ils entraient dans une négociation qu'ils avaient déjà gagnée. Maman, dit Rachel, entrant sans attendre une invitation. Je suis contente que tu sois raisonnable à ce sujet. Je les conduisis à la table de la salle à manger, la même table où nous avions partagé des dîners de Thanksgiving et des matins de Noël, où Rachel avait soufflé des bougies d'anniversaire quand elle était petite. Jason ouvrit sa mallette et en sortit des documents, les étalant sur le bois poli avec une efficacité professionnelle. Accord de règlement, transfert d'actifs, accord d'immunité. Passons en revue cela, dit Jason, son ton professionnel. 5 millions pour vous. La maison reste à votre nom. Les accusations de fraude sont abandonnées dans le cadre de l'accord de coopération fédérale. Tout le monde avance. Je m'assis lentement, forçant mes mains à rester stables. Aidez-moi à comprendre quelque chose. Vous avez commis une fraude et je suis censé accepter 5 millions de dollars de mon propre argent. Maman, l'alternative est que nous perdions tout lorsque le FBI saisira les produits criminels de papa, dit Rachel, se penchant en avant. De cette façon, tu gardes quelque chose. Nous gardons notre liberté. C'est le coup intelligent. Notre avocat est en contact avec le FBI, ajouta Jason. Un mot de notre part et ils donneront la priorité à l'affaire de blanchiment d'argent plutôt qu'à la fraude successorale. Nous leur offrons un plus gros poisson. J'ai regardé ma fille. Tu veux dire extorsion? Le sourire de Rachel ne faiblit pas. Je veux dire négociation réaliste. Je pris une inspiration, me souvenant des instructions de Coleman. Fais-les parler. Fais-leur tout avouer. Dis-moi quelque chose, Rachel. Quand as-tu commencé à planifier ça? Avant la mort de papa. L'expression de Rachel vacilla. Quoi? J'ai insisté. Le testament falsifié. Les papiers de tutelle que tu as préparés 3 mois avant sa mort. Droguer mon café tous les matins pour me faire paraître confuse. Quand est-ce que ça a commencé? Jason se leva brusquement, attrapant sa mallette. Cette conversation est terminée. En fait, Jason, dis-je doucement. Je pense qu'elle ne fait que commencer. Les portes s'ouvrirent simultanément de 3 directions. Des agents du FBI inondèrent ma salle à manger, armes au poing, voix aiguës et autoritaires. Rachel hurla. Jason laissa tomber sa mallette, des papiers s'éparpillant sur le sol. L'agent Coleman s'avança, son badge bien visible. Rachel Porter et Jason Porter, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude électronique, abus sur personne âgée et tentative d'extorsion d'un témoin fédéral. La tête de Rachel se tourna vers moi, son visage masqué par la trahison et le choc. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis levé, j'ai retiré le micro de sous mon chemisier et je l'ai posé sur la table entre nous.
La même chose que toi quand tu as falsifié le testament de papa et volé mon héritage, chérie. Sauf que ma façon est légale. Tu nous as enregistrés. La voix de Rachel monta en un hurlement aigu. Ta propre fille. Ma propre fille qui m'a empoisonné pendant 18 mois, dis-je d'une voix froide et stable. Ma propre fille qui a comploté pour me faire déclarer incompétente. Ma propre fille qui a tenté de voler 42 millions de dollars et de me laisser sans rien. Un agent menotta les mains de Jason derrière son dos. Un autre fit de même à Rachel. Vous faites une erreur. Rachel siffla alors qu'il la conduisait vers la porte. Vous ne savez pas dans quoi papa était impliqué. Quand la vérité éclatera, vous perdrez tout de toute façon. On verra ça, dis-je. Je les regardais marcher, Rachel et Jason, vers des véhicules du FBI séparés, leurs visages visibles à travers les vitres. Choqué, furieux, vaincu, l'agent Coleman congédia les autres officiers, puis se tourna vers moi. Son expression était passée de professionnelle à quelque chose de presque compatissant. Madame Reynolds, avant que vous n'entendiez cela de quelqu'un d'autre, il y a quelque chose que vous devez savoir sur les affaires de votre mari. Le blanchiment d'argent que vous avez découvert. Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Ce n'est pas ce que vous pensez. Pouvons-nous parler? Les autres agents sont partis avec Rachel et Jason. La maison est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. L'agent Coleman a fait un geste vers le canapé du salon. Asseyez-vous, Madame Reynolds. S'il vous plaît. Mes jambes ont flanché. Je me suis effondré sur les coussins, tout mon corps tremblant. C'était ça. Le moment où j'ai appris que tout ce pourquoi j'avais lutté, l'héritage, la maison, ma dignité serait saisie par le gouvernement fédéral parce que mon mari avait été un criminel. Le blanchiment d'argent. Dis-je, ma voix à peine audible. Je vais tout perdre, n'est-ce pas? Coleman s'assit en face de moi, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, elle sourit. Madame Reynolds, votre mari ne blanchissait pas de l'argent pour des criminels. Il travaillait pour nous. Je la regardais, incapable de comprendre les mots. Thomas Reynolds était un informateur confidentiel du FBI pendant 12 ans, continua Coleman. Agent d'infiltration, enquête à long terme sur des familles du crime organisé opérant dans tout le Nord-Ouest Pacifique. Le genre d'opération sensible où même les bureaux locaux du FBI n'étaient pas informés. Je ne pouvais pas respirer. Les sociétés écrans, les comptes offshore, les transactions suspectes, tout cela faisait partie d'une opération fédérale. Nous avons permis à Thomas de conserver un pourcentage des fonds qui transitaient par son entreprise de construction comme paiement de sa coopération et pour maintenir sa couverture. Chaque dollar qu'il vous a laissé a été gagné grâce à une coopération fédérale légitime. 12 ans, murmurai-je. Il ne m'a jamais rien dit. Il ne pouvait pas, dit Coleman doucement. L'enquête était trop sensible. Les personnes sur lesquelles Thomas informait, elles étaient dangereuses, Madame Reynolds. S'ils avaient su que vous saviez, vous seriez devenu une cible. Ils vous protégeaient. Des larmes coulaient sur mon visage. Je pensais qu'il était un criminel. Je pensais que tout notre mariage était un mensonge. Votre mariage était réel. Son amour pour vous était réel. Mais son travail avec nous exigeait une discrétion absolue. Coleman se pencha en avant. Thomas est décédé avant que l'opération ne soit conclue, mais ces 12 ans de coopération ont mené à 47 arrestations et à la saisie de plus de 200 millions de dollars d'actifs criminels. C'était un héros, Madame Reynolds, et les 42 millions qu'il vous a laissés sont complètement légitimes et entièrement à vous. Je me couvris le visage de mes mains et sanglotai. Quand j'ai enfin levé les yeux, Coleman me regardait avec une sorte de sympathie. Il y a une ironie ici que vous devriez apprécier. Elle dit. Rachel et Jason n'avaient aucune idée de la coopération de Thomas avec le FBI. Ils soupçonnaient une activité criminelle, les sociétés écrans étaient suffisamment suspectes, mais ils ne connaissaient pas l'aspect fédéral. Votre fille a tenté de vous extorquer en utilisant des informations qui auraient en fait disculpé votre mari. Un rire brisé s'échappa de ma gorge. Elle me menaçait avec la preuve de son innocence. Essentiellement, oui. Sa cupidité l'a rendue aveugle. Si elle avait fait des recherches appropriées, si elle avait approché le FBI en premier, elle aurait peut-être appris la vérité. Au lieu de cela, elle a vu une opportunité de levier et l'a saisie. Coleman sortit un dossier.
Les accusations contre Rachel et Jason sont nombreuses, complot en vue de commettre une fraude électronique, abus sur personne âgée, tentative d'extorsion d'un témoin fédéral, c'est vous, d'ailleurs, agression pour le drogage. Avec les enregistrements de Lucas, les preuves audio de ce soir et les rapports toxicologiques, nous avons un dossier en béton armé. Que se passe-t-il maintenant? Demandai-je. Les deux ont accepté des accords de plaidoyer cet après-midi pour éviter un procès. Coleman dit. Rachel purgera 5 ans de prison fédérale, suivi de 3 ans de libération sous surveillance. Jason a eu 6 ans. Confiscation d'actifs de 12,6 millions. Tout ce qu'ils vous ont volé sera restitué. Ils paieront des amendes de restitution et renonceront à toute revendication sur la succession de Thomas. Et Lucas, ma voix se brisa. Et Mia. Les services de protection de l'enfance ont interrogé Lucas ce matin. Il est éloquent, mature, et a clairement exprimé où il voulait être. Le sourire de Coleman revint. Garde temporaire avec vous en attendant les arrangements permanents. Mia n'a que 2 ans, donc le tribunal décidera ce qui est le mieux pour elle. Mais Lucas a 15 ans. Sa préférence a du poids. Après le départ de Coleman, je suis resté seul dans le bureau de Thomas, mon bureau maintenant. La pièce où j'ai découvert ce que je pensais être des preuves des crimes de mon mari. La pièce où j'avais photographié des documents que je croyais allaient détruire ma vie. Mon mari n'était pas un criminel. C'était un héros. Ma fille allait en prison pour 5 ans. Mon petit-fils m'avait sauvé avec son courage. Et j'étais sur le point d'hériter de 42 millions de dollars et de commencer une toute nouvelle vie. À 67 ans, après 43 ans de mariage, après avoir été jeté comme des ordures, j'étais enfin vraiment libre. 6 mois après le procès, je me tenais dans ce qui était autrefois le bureau de Thomas, maintenant inondé de lumière matinale provenant des 3 nouveaux puits de lumière que j'avais installés. Les lambris d'acajou foncé avaient disparu, remplacés par des murs couleur crème doux. Mon chevalet se trouvait exactement là où son bureau avait été pendant 43 ans. Je peignais un autoportrait, une femme au soleil faisant face, sans peur. La sonnette sonna à 9 heures. Claire Simons, ma conseillère financière, arriva pour notre bilan trimestriel avec une mallette pleine de rapports sur l'argent que j'apprenais enfin à gérer moi-même. Nous nous sommes assis dans le coin petit déjeuner en buvant du café que j'avais acheté dans un café local de Seattle ce matin-là. Je ne faisais plus de café à la maison. Certaines habitudes, une fois empoisonnées, restaient ainsi. Le fonds de protection des aînés Barbara Reynolds fonctionne à merveille, dit Claire, étalant des documents sur la table. 15 millions de capital de dotation. Nous avons financé une aide juridique pour 43 personnes âgées confrontées à l'exploitation financière de membres de leur famille. Jusqu'à présent, le travail de plaidoyer législatif prend également de l'ampleur. 3 États envisagent des lois plus strictes sur la protection des aînés, basées sur votre affaire. J'étudiais les chiffres, toujours étonné de pouvoir faire cela, d'avoir les ressources nécessaires pour transformer mon cauchemar en protection pour les autres. Et l'accord pour le documentaire? Demandai-je. Netflix a tout finalisé la semaine dernière. Une mère fait le bilan, une histoire de crime américain, entre en production le mois prochain. Tous les bénéfices iront aux organisations de défense des aînés, comme vous l'avez spécifié. J'ai hoché la tête. Mon histoire n'était plus seulement la mienne. Elle appartenait à chaque personne âgée qui avait été trahie par les personnes qui auraient dû les protéger. Rachel a envoyé une autre lettre, dit Claire prudemment. La 17e maintenant. Elle demande des visites supervisées avec Lucas et Mia. J'ai posé ma tasse. Que veulent Lucas et Mia? Lucas a 16 ans maintenant. Il m'a dit la semaine dernière qu'il n'était pas prêt. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Et Mia, elle a 10 ans. Le tribunal a nommé un tuteur ad litem. Il recommande un contact supervisé limité une fois que Rachel aura terminé ses programmes de réadaptation, si Mia est d'accord. Rachel en était à 4 mois de sa peine fédérale de 5 ans. Jason purgeait 6 ans. J'avais lu les premières lettres que Rachel avait envoyées, l'auto-justification, le marchandage, les excuses désespérées qui, d'une certaine manière, rejetaient toujours la faute sur les autres. Puis j'ai cessé de les ouvrir. Certaines relations, une fois brisées par une trahison aussi profonde, ne pouvaient être réparées par des mots. Le sang ne faisait pas la famille. La famille, c'était les gens qui vous protégeaient lorsque vous étiez le plus vulnérable. La famille, c'était Lucas,
Assis dans un bureau du FBI à 15 ans, terrifié mais courageux, remettant des enregistrements qui détruiraient sa mère parce que c'était la bonne chose à faire. Je ne m'opposerai pas si Lucas ou Mia veulent un jour avoir une relation avec leur mère, dis-je. Mais ce sera leur choix quand ils seront prêts. Pas parce que Rachel pense qu'elle a droit à la rédemption selon son calendrier. Claire sourit. Vous avez fait beaucoup de chemin, Barbara. J'ai regardé autour du coin petit déjeuner, le même espace où Rachel m'avait fait mon café tous les matins, mesurant soigneusement les benzodiazépines pour me rendre confuse et malléable. Où elle m'avait dit que je perdais la tête, où elle m'avait convaincu que j'avais besoin d'elle pour survivre. Maintenant la pièce était à moi, la maison était à moi, ma vie était à moi. Je peignais le matin. Je travaillais avec la fondation l'après-midi, examinant les demandes de subventions et rencontrant les législateurs. J'avais commencé à donner un cours d'art au centre pour personnes âgées le jeudi. Je rencontrais régulièrement d'autres survivants d'abus sur personnes âgées, écoutant leurs histoires, les aidant à trouver des ressources. J'avais 67 ans et j'apprenais enfin qui j'étais quand je n'entretenais pas le sanctuaire de quelqu'un d'autre ou ne répondais pas aux attentes de quelqu'un d'autre. L'autoportrait sur mon chevalet montrait une femme forte, indépendante, sans peur, une femme face à l'aube au lieu du crépuscule. Devant la fenêtre de mon studio, le soleil se levait sur Seattle, perçant les nuages du matin, comme il le faisait toujours ici, lentement, avec persistance, inévitablement. Demain, je continuerai à construire la vie que j'avais choisie au lieu de la vie que d'autres m'avaient prescrite. Et si Rachel voulait un jour réparer notre relation, elle ferait mieux d'apporter une transformation complète, égale à la mienne. Parce que la mère inutile qu'elle avait jetée, cette femme avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui avait appris que la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. C'est de devenir tout ce que votre ennemi n'aurait jamais cru que vous pouviez être. En repensant à tout ce qui s'est passé, je vois à quel point la confiance aveugle m'a rendu dangereusement aveugle. Pendant 43 ans, je n'ai jamais remis en question les documents financiers, je n'ai jamais insisté pour participer aux décisions importantes, je ne me suis jamais protégé légalement. Je croyais que la dévotion signifiait une reddition complète. Je pensais qu'être une bonne épouse signifiait me faire petite, invisible, inutile. J'avais catastrophiquement tort. Ne soyez pas comme moi. N'attendez pas que quelqu'un vous jette de votre propre maison pour réaliser que vous auriez dû sauvegarder votre avenir. Les histoires de drames familiaux comme la mienne se déroulent chaque jour à travers l'Amérique. Des enfants adultes falsifiant des testaments, des conjoints cachant des biens, des proches exploitant systématiquement la confiance de ceux qui les aiment le plus. La différence entre les victimes qui disparaissent et les victimes qui ripostent se résume souvent à une seule décision, refuser de rester silencieux. Les histoires de grand-mère ne sont pas censées impliquer des micros du FBI et des peines de prison fédérale. Nous sommes censés faire des biscuits, gâter nos petits-enfants et nous estomper tranquillement dans nos années dorées. La société s'attend à ce que nous soyons reconnaissantes pour les quelques miettes que nos familles nous laissent. Mais lorsque les histoires de drames familiaux franchissent la ligne de la dysfonction au crime, quelqu'un doit se lever et dire ça suffit. Même si ce quelqu'un est une veuve confuse et endeuillée avec $100 et nulle part où dormir. Dieu m'a donné 3 cadeaux que j'ai presque manqué de reconnaître. Premièrement, il m'a donné Lucas, un garçon de 15 ans avec le courage moral d'enregistrer les crimes de sa propre mère parce que Dieu a chuchoté à sa conscience que protéger sa grand-mère était plus important que la loyauté familiale aveugle. Deuxièmement, Dieu m'a donné une force que je n'aurais jamais cru exister quand je me suis assise dans cette chambre de motel et que j'ai décidé que je ne disparaîtrais pas tranquillement dans la pauvreté et la honte. Troisièmement, Dieu m'a donné du temps pour me reconstruire à 67 ans, alors que je croyais sincèrement que mon histoire se terminait. Au lieu de cela, elle commençait enfin vraiment. Les histoires de grand-mère devraient enseigner la résilience, pas la résignation. Elles devraient démontrer le pouvoir, pas l'impuissance. Les histoires de grand-mère comptent parce que nous comptons nos vies, notre dignité, nos voix, notre refus d'être effacés. Mon parcours enseigne une vérité indéniable. Les personnes qui vous sous-estiment le plus complètement sont celles que vous surprendrez le plus profondément. Ne laissez jamais personne vous convaincre que l'âge vous rend jetable. Ne laissez jamais personne vous persuader que la loyauté familiale signifie accepter l'abus. Et ne laissez jamais personne vous dire qu'il est trop tard pour riposter. Parce qu'à 67 ans, j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. Les histoires de drames familiaux ne doivent pas se terminer avec la personne âgée perdant tout. Parfois, si vous êtes assez courageuse et assez têtue, elles se terminent par la justice.